Alors, bienvenue ici au Node, qui est l'espace de coworking que l'association Akinum a créé et gère au quotidien. Moi, je suis Hélène Delien, je co-préside Akinum. Et nous avons la chance ce soir, parmi les 150 événements qu'on a par an, on a un événement spécial SEO international. Donc, merci beaucoup, messieurs, d'être là. Et normalement, on voudrait toujours qu'il y ait une femme au milieu. Alors, Pauline et moi, on va s'incruster de temps en temps. Pour ne pas laisser la parole que à des hommes. On recrute beaucoup de femmes en ce moment. Voilà, ça c'est bien alors. Pauline, je te laisse introduire ces messieurs et donc ensuite au travail pour Laura International. C'est ça? From Bordeaux. Bonsoir. Moi, j'ai pas appris mon texte, donc je vais lire en fait. Donc, je vous présente Thomas Giberti, qui fait partie du conseil d'administration de l'association. Donc, Thomas, il est chargé du développement international pour la société Atypicom, dont Loïc et Alexandre font partie également. Alexandre, levez les mains parce que comme ça, les gens savent. Voilà, super. Donc, Alexandre, lui, il est chargé de l'analyse sémantique pour Atypicom. Et donc, il vous présentera cette partie-là. Loïc Elias, donc, qui lui est chargé du trafic au niveau international et plus sur la partie technique dans la société. Et Pierre-Alexandre Stanislas, voilà, qui est responsable du marketing pour la société Millésima et qui vous présentera l'importance en fait du SEO dans une stratégie web marketing. Qui commence? Ah voilà, Thomas du coup, à toi. Bonsoir tout le monde. Tout d'abord, merci d'être aussi nombreux et d'avoir fait le déplacement. J'espère que ça vaudra le coup. On ne sait jamais à l'avance. Et puis donc, merci beaucoup à l'association Akinum d'organiser encore ce genre d'événement, un petit peu comme ça au débeauté. Donc, on va commencer tout de suite parce qu'on a un vrai timing. Alors, là, disons que nous replaçons un petit peu le SEO international dans un contexte un peu plus vaste, qui est le contexte à la fois d'un côté des moteurs de recherche et de l'autre de ce qu'on appelle le capitalisme linguistique. Ce capitalisme linguistique, aujourd'hui, il a pris une importance absolument fondamentale, puisque je vous l'ai mis sur une carte, on voit un petit peu la territorialisation, les parts de marché d'audience qui sont réalisées par les différents services web, en particulier les moteurs de recherche. Et dans ce capitalisme linguistique, qu'on appelle également un capitalisme global, c'est-à-dire on n'est plus simplement dans une économie de l'attention, on est aussi dans une économie de l'attention et de l'expression. Pourquoi? Parce que les moteurs de recherche aujourd'hui sont aussi les bases de données de nos intentions. Et c'est les bases de données de nos intentions en fonction des pays, en fonction des langues, en fonction des cultures. Et ce phénomène est mondial et cette mondialisation est couplée à ce qu'on appelle tout simplement la numérisation. C'est un petit peu dans ce contexte général-là que se place, on va dire, le SEO international et les problématiques d'acquisition d'audience web sur le plan international. Alors, en fait, on parle forcément de langage, et en parlant de langage, on parle de culture, on parle de mots-clés, mais qu'est-ce que c'est un mot-clé? Quelle est l'intention qu'il y a derrière? Quelle est la partie consciente? Quelle est la partie inconsciente, etc. Et donc, dans l'ensemble d'une langue vivante, ce qu'on va chercher à capter en SEO international, c'est la partie de la langue exploitable commercialement. C'est ce qu'on connaît tous quand on a avec Google Suggest, par exemple, qui essaye de vous recréer des mots à partir de mots dans lesquels vous faites des fautes ou autres, ou des choses comme ça, simplement parce que ces champs lexicaux sont beaucoup plus commercialisables qu'une expression avec une langue vivante, par exemple métaphorique ou poétique ou très personnelle. Voilà. Ensuite, ça c'est le monde tel que le voit un petit peu le SEO. Alors, en gros, oui, ça c'est effectivement, c'est pas très poétique, mais pour nous, ce qui compte, en gros, c'est les parts de marché qu'il y a à faire en fonction des noms de domaine. Et les noms de domaine dans le monde, ici, on va parler de CCTLD. Alors pour les non-spécialistes, les CCTLD, c'est les Country Code Top Level Domains, c'est-à-dire .fr, .co.uk ou des choses comme ça, ou .it pour l'Italie, .pt pour le Portugal. Et ce qui nous intéresse avant tout, c'est de savoir à travers le monde comment on va pouvoir positionner des sites en fonction de leur nom de domaine. Et un nom de domaine, c'est forcément relié au DNS, c'est forcément relié à l'adresse IP. Et ça, mes camarades vont vous en parler bientôt, ça c'est la partie extrêmement technique. Et donc, vous voyez, il y a deux volets qui apparaissent tout de suite. C'est la partie linguistique dans un premier temps,
dont Alexandre vous parlera ensuite, et la partie technique, dont Loïc vous parlera ensuite, et cette espèce de carrefour de linguistique et de technique informatique qui fait un petit peu tout le sel du SEO international. Il faut forcément, dans ces cas-là, quand on fait du SEO international, également s'intéresser aux caractéristiques en fonction des pays et des moteurs de recherche, voire des continents et des moteurs de recherche. Alors évidemment, on est d'accord, tout le monde sait que Google a sur le monde une espèce d'hégémonie en termes de part de marché dans l'industrie de la recherche d'information. Mais cela étant, si vous voulez faire du SEO international en Chine, ça ne sert à rien d'investir plein pot sur Google, vous voyez, parce qu'avec 2% de part de marché, c'est pas forcément là qu'il va falloir mettre des billes. Il va falloir plutôt investir sur Baidu. Je ne sais pas si on aura le temps de développer sur les caractéristiques de Baidu, mais bon courage au cas où. Et par exemple, il y a des petites astuces également. Par exemple, pour la Corée, vous avez Naver, vous avez Daum qui ont leur part de marché et qui sont également présents. Donc ça, c'est les statistiques issues de StoutCounter, c'est novembre 2016. Si vous prenez des cartes plus anciennes, vous voyez qu'en fait, Google est en train de progresser sur le plan international. Là où avant, Bing aux États-Unis pouvait réaliser encore 30% de part de marché d'audience il y a quelques années, ils sont rendus à 5,8%. Et bon, Yahoo demeure un mystère au Japon. Alors ça, voilà, si vous faites du SEO international au Japon, intéressez-vous à Yahoo. C'est peut-être encore un des seuls endroits dans le monde. C'est une réserve naturelle pour Yahoo. On essaie de les sauver là-bas. Voilà. Ensuite, en fait, qu'est-ce qui se passe? Ce qu'on appelle mondialisation, c'est pas que tout se standardise à travers des protocoles informatiques, c'est pas forcément que ça. En fait, la mondialisation, il suffit de regarder comment Google s'y prend. La mondialisation, c'est d'abord une territorialisation, c'est une segmentation par territoire, par langue et par culture. Alors, si vous observez comment Google s'y prend, lui, pour avoir une hégémonie sur le plan mondial en termes de captation d'audience web, puisque c'est quand même lui le meilleur SEO en la matière, vous voyez que Google, lui, possède 194 CCTLD à lui tout seul, qu'il est présent dans 129 langues, et que, par exemple, en anglais, il est déjà présent dans 103 pays, en français, dans 35 pays, dans 23 pays en Espagne, etc. Donc, le premier à avoir une stratégie de SEO international, si je peux dire, c'est Google. Et comment il fait? En segmentant par territoire. Donc, normalement, ça devrait vous donner des indices pour une stratégie de SEO international, vous voyez. Pour information, je vous ai mis en bas également combien de domaines a réservé Google. Ils en sont à 13 759 noms de domaines réservés à leur nom. Ça commence à être pas mal. On ne les a pas encore, nous. On essaye, mais on ne les a pas encore. Si vous voulez nous aider, on peut faire un truc après. Donc, est-ce qu'on peut attendre un miracle de Google quand on fait du SEO international? La réponse est non. Je sais que sur le web, il est souvent d'usage d'attendre quelque chose de rapide, gratuit et facile. C'est le contraire du SEO international, et le SEO en général, c'est pas compliqué. Vous retenez, il y a peut-être un principe à retenir, c'est que en SEO, ceux qui sont premiers n'ont rien laissé au hasard, et ceux qui sont derniers lui ont tout confié. Donc, vous allez rencontrer beaucoup de cas pratiques qui disent « Oui, nous, on voudrait faire du SEO international avec 200 € en étant hébergé à Roubaix. » Non. Alors, je vais vous montrer deux exemples et après, je passerai la main et j'en aurai terminé. Les deux exemples qui suivent ont exactement la même problématique, la même cible. Le premier, tous les deux ciblent là le marché des USA. C'est leur cible principale. Alors, dans le premier cas, vous voyez, mauvaise compréhension de la cible, indifférence aux contraintes techniques, indifférence aux analyses sémantiques, simple répertoire monsite.fr/en, par exemple, et un hébergement français, admettons à Roubaix, chez OVH. Et là, on attend le miracle que tout ça explose de Boston jusqu'à la Californie. Résultat des courses, en Web Analytics, en fait, en réalité, vous avez 278 sessions qui sont réalisées sur le territoire américain, et 5800 sessions qui sont réalisées sur le territoire français. Donc, ça, c'est un cas pratique raté. Et puis, il y a ceux qui comprennent les enjeux du SEO international. Là, c'est une bonne compréhension de la cible, une intégration des contraintes techniques imposées par Google, la réalisation d'analyses sémantiques adéquates,
un site linguistiquement adapté à sa cible et au moteur de recherche, et un hébergement adéquat. Résultat des courses, c'est assez simple, 61 916 sessions aux États-Unis pour 918 sessions réalisées sur le territoire français. Voilà, je pense que les deux exemples sont assez éloquents pour que j'en termine là et que je puisse passer la parole à mes camarades, et je vous remercie. Donc bonsoir à tous. Moi c'est Alexandre et pour rappel j'interviens sur les parties analytiques et de stratégie sémantique au sein de l'agence. En parlant de sémantique, on va justement aborder ce soir l'analyse sémantique, dont c'est l'étude du sens des mots. Donc l'étude du sens des mots, mais je ne vais pas vous en parler ce soir, ce serait hors de propos, je vais plutôt vous montrer comment on peut utiliser certaines de ces techniques, donc de l'analyse sémantique, appliquées à l'acquisition d'audience et plus particulièrement à l'acquisition d'audience à l'international. Alors déjà, quelques petits éléments de contexte avant d'attaquer les enjeux de l'analyse sémantique. Avec l'analyse sémantique, concrètement, on peut faire quoi? Eh bien déjà, on peut identifier les mots-clés, les mots-clés vecteurs d'audience, c'est-à-dire les mots-clés les plus requêtés par les internautes sur les moteurs de recherche. Avec ces mots-clés, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut définir des typologies d'intention d'achat, mais pas que. Troisièmement, avec l'analyse sémantique, grâce à elle, on peut également construire une arborescence optimisée pour un site web. Donc là, je viens de vous donner quelques éléments concrets d'application de l'analyse sémantique, mais si on revient aux fondamentaux, pourquoi faire une analyse sémantique pour une stratégie d'acquisition à l'international? Tout simplement... Qu'est-ce que tu fais? Oui, c'est bon, j'ai le truc. Pardon. Donc je disais, pour l'analyse sémantique, pourquoi on fait ça? Si on revient aux fondamentaux, on veut... C'est fini, oui. Si on revient aux fondamentaux, on essaie d'opérer un alignement informationnel et émotionnel. D'abord, il faut prendre en compte la problématique moteur. Ce qu'il faut savoir, c'est que de base, un moteur de recherche ne comprend pas ce qu'il lit, il ne comprend pas les textes qui se trouvent sur le site web, et il ne voit pas non plus les images. L'analyse sémantique permet d'apporter une réponse concrète à ce problème. Je ne vais pas vous expliquer tout ça en détail, il faudrait tout un cours là-dessus. Donc pour être succinct, disons simplement que grâce à l'analyse sémantique, on peut déjà identifier les mots-clés vecteurs d'audience, je vous en ai déjà parlé, mais on peut également sélectionner des mots-clés qui sont bien compris des moteurs de recherche, qui sont bien thématisés. Tout ça pour faire quoi? Eh bien, l'enjeu principal d'une analyse sémantique, c'est d'opérer, comme je disais, un alignement informationnel, donc entre l'offre d'un côté, du site web, donc ça peut être un produit ou un service, et la demande de l'autre, de l'internaute, pour les requêtes des internautes, qui recherchent donc un produit ou un service sur Google, par exemple. On peut également parler d'alignement émotionnel, dans le sens où les mots-clés qu'on va choisir vont frapper l'imaginaire de l'utilisateur. Ça va lui parler, ça va correspondre aux attentes qu'il peut avoir vis-à-vis du produit. Alors concrètement, comment on fait pour mener une analyse sémantique? Eh bien, Thomas vous en a déjà parlé un petit peu. On va se reposer notamment sur Google Suggest. Google Suggest, c'est quoi? Pour faire court, c'est une immense base de données qui contient toutes les requêtes utilisateurs les plus tapées sur Google. Google Suggest est également géolocalisé en fonction des régions. C'est donc une véritable mine d'or à exploiter pour moi derrière, enfin pour nous tous, pour mener une analyse sémantique. Alors, petit exemple de construction de typologie d'intention utilisateur. Donc là, une typologie d'intention d'achat. Je suis parti d'une expression simple, donc vin Bordeaux, que j'ai déclinée en français, mais aussi en anglais. Donc c'est la même expression. En deux langues différentes, mais également sur deux moteurs différents, donc sur google.fr et sur google.com. Comme je viens de vous dire que les expressions étaient géolocalisées en fonction des régions, on devrait logiquement s'attendre à des résultats différents en fonction de en fonction de la langue qu'on va rechercher. Alors je vous passe les moultes péripéties nécessaires à l'accomplissement de l'analyse. On se retrouve directement avec les résultats. D'un côté, on a à gauche un tableau de typologie d'intention utilisateur, décliné en français et en anglais, et à droite un graphique. Je vais d'abord me pencher sur le tableau.
Donc moi, j'ai identifié 6 intentions utilisateurs. Là, le but, c'est de comparer les intentions utilisateurs françaises et anglaises, d'accord ? Voir ce qui les rapproche ou au contraire, ce qui peut les différencier. Donc moi, j'en ai identifié 6. Tout d'abord, les caractéristiques pour le vin. Donc les utilisateurs, les internautes recherchent vin Bordeaux bio, vin Bordeaux rouge, vin Bordeaux pas cher, etc. Ils recherchent aussi des produits par rapport à l'année. Par rapport au lieu d'achat, 3e typologie d'intention, par exemple cave à vin, Auchan. 4e typologie d'intention, les lieux de consommation, donc par exemple les bars à vin. 5e typologie, le tourisme et les événements. Et enfin, les appellations. Donc à partir de ces 2 jeux de données, j'ai tiré ce superbe graphique à droite. Qu'est-ce qu'on peut voir d'intéressant dessus ? D'abord par rapport aux appellations. On se rend compte que les utilisateurs français recherchent beaucoup les appellations par rapport à vin Bordeaux. Ce qui suppose que l'audience est sachante par rapport aux utilisateurs anglais. Donc, ce n'est pas une surprise, les Anglais utilisent beaucoup moins les appellations dans leurs requêtes. Donc les Français, a priori, sont beaucoup plus au fait de l'univers du vin. Donc ça peut être un élément très intéressant à inclure derrière, dans vos textes. Deuxième élément qui est très intéressant, c'est le tourisme et les événements. On se rend compte que les utilisateurs anglophones recherchent beaucoup d'expressions par rapport à la thématique du tourisme. Donc ils ne sont pas forcément dans une démarche d'achat d'un produit, mais également dans une démarche informationnelle, c'est-à-dire qu'ils cherchent à se renseigner sur de possibles séjours viticoles à Bordeaux. Et après, ils peuvent les acheter ou pas, réserver des séjours, ça c'est autre chose. C'est une autre problématique. Dernier élément très intéressant aussi, ce sont les caractéristiques. On se rend compte que les utilisateurs anglophones utilisent beaucoup d'adjectifs dans leur recherche de produits par rapport au vin de Bordeaux. C'est pas étonnant dans le sens où, comme ils ne savent pas exactement ce qu'ils veulent comme vin, tout ce qui se trouve dans les appellations, en fait, c'est déversé dans les caractéristiques. Deuxième point, la langue anglaise est plus riche que la langue française, hélas. Ils ont notamment beaucoup plus d'adjectifs que nous. Donc encore une fois, ça se vérifie ici. Au vu de tous les éléments qu'on vient de voir, forcément, la question de la traduction apparaît donc comme centrale ici. Et notamment, pour ne pas se louper, il faut adopter une méthodologie de traduction adaptée. D'abord, en tenant compte des contraintes moteurs. J'entends par là qu'il faut respecter les contraintes notamment édictées par Google quant à l'optimisation d'un site web sur le net. Par exemple, il faut veiller à respecter le fait que quand on traduise les balises title et métadonnées, on va essayer de ne pas outrepasser la limite de caractères existante. Donc supérieure à 70 caractères et supérieure à 156 caractères pour la métadescription. Il faut absolument veiller à ça, sinon ça sera tronqué dans les résultats de recherche. Deuxièmement, les particularités linguistiques. De 2 sortes, on va voir 2 exemples. D'abord, on les a évoqués précédemment, il faut tenir compte des mots-clés qu'on a obtenus avec l'analyse sémantique. Donc là, si on veut traduire un texte pour l'anglais, il va sûrement falloir inclure des adjectifs pour tenir compte de toutes les caractéristiques que recherchent les utilisateurs anglophones. Secondement, il faudra aussi tenir compte des particularités. Par exemple, si je veux lancer un site en arabe, il faudra que je veille à aligner le texte à droite, tout simplement parce qu'il lise de droite à gauche. À partir de ça, on se retrouve avec 2 cas de figure possibles. Soit on traduit de manière plus ou moins littérale, soit j'adapte mon texte. C'est-à-dire adapter suppose une réécriture partielle ou totale du texte. Ça, c'est à voir. Justement, pour mettre en perspective la question de la traduction ou de l'adaptation, on a ici une phrase tirée d'un discours de Donald Trump et 2 traductions possibles. La première relève plutôt du registre commun, voire familier, et la seconde relève du registre soutenu, plutôt soutenu. Si on veut tenir compte du contexte, on va sélectionner la première phrase, tout simplement parce qu'elle est beaucoup plus représentative du personnage de Donald Trump et de son niveau d'éloquence dans les discours. Faut mettre ça en parallèle avec ce qu'on vient de voir. En fait, la question du contexte est fondamentale dans la traduction, tout simplement parce qu'il faut absolument tenir compte de ce contexte en question, mais également des spécificités linguistiques et culturelles existantes. Sinon, on va tout simplement droit dans le mur. Petit exemple pour illustrer ça. Quand on traduit un texte, on ne se contente pas de traduire des contenus, donc des mots. On
traduit avec un grand T aussi tout ce qui va autour d'un site, donc les images, les vidéos, les sons, etc. Tous les médias. Par exemple, si vous voulez lancer un site d'impression de carte de visite en Asie et que vous avez des images comme on peut voir à gauche, avec un homme un peu nonchalant qui donne une carte de visite avec ses 2 doigts, eh ben, ça ne passera pas. Ça ne passera pas parce que en Asie, la remise d'une carte de visite donne lieu à une cérémonie particulière, ils appellent ça meshi au Japon. Entre autres, on doit prendre la carte de visite à 2 mains et la donner à son interlocuteur en s'inclinant respectueusement. Sinon, c'est considéré comme un grave manquement à la politesse la plus élémentaire. Donc, je vous laisse imaginer les conséquences si vous gardez les images d'origine en ne les adaptant pas pour vos interlocuteurs d'Asie. Je vous laisse imaginer les conséquences sur la génération de trafic, ou plutôt le taux de conversion de votre site qui sera plutôt pour le coup désastreux en Asie. Voilà, merci. Bonjour à tous, Loïc, merci d'être venu. Après avoir balayé la partie sémantique et la partie culturelle, on va plutôt s'intéresser avec moi sur la partie technique, donc essentiellement orientée moteur de recherche. La première chose sur laquelle veiller, c'est d'abord la partie hébergement et serveur. Il vous est probablement tous déjà arrivé de vouloir vous connecter sur des sites sur lesquels le temps de chargement était très long. Aujourd'hui, en moyenne, les utilisateurs patientent pas plus de 2 secondes pour le chargement d'un site mobile. Ça, pour votre partie commerciale et pour la partie audience qualifiée, c'est plutôt quelque chose de primordial. Moi, les utilisateurs, dans ma partie, c'est annexe, si vous voulez. C'est pas qu'il n'y en a pas besoin, c'est que d'abord, on s'oriente au côté des robots. Et si on regarde d'un point de vue des robots, les moteurs de recherche, ils réagissent, on peut dire, de la même manière que les utilisateurs, c'est-à-dire que plus l'interrogation du robot, plus la page qu'interroge le robot répond vite, plus le robot parcourt de pages sur votre site internet, ce qu'on appelle les logs. Et quand on analyse les logs de site internet, vous vous rendez compte que les sites qui ont des temps de chargement très élevés ont moins de pages visitées par un moteur de recherche. Et si on a moins de pages visitées par un moteur de recherche, mécaniquement, on se retrouve avec des performances dans l'indexation des résultats de recherche et dans les performances sur les positions sur les mots-clés qu'a évoqué Alexandre, en net retrait par rapport à la concurrence. Vous douterez bien que dans une problématique de SEO international, Thomas l'avait dit tout à l'heure, on ne s'héberge pas à Roubaix quand on veut délivrer l'information aux États-Unis. Et bien pour ça, il faut veiller sur ces data centers, donc sur le lieu où est stocké le serveur. Donc, de manière générale, on cherche à géolocaliser le site pour en améliorer les performances d'affichage pour l'utilisateur, mais aussi pour le moteur de recherche. Ça veut dire une chose, ça veut dire déjà de trouver des hébergeurs dans la zone de chalandise sur laquelle vous souhaitez développer votre activité. Vous n'êtes peut-être pas sensible à ça, mais il y a beaucoup de pays dans le monde où c'est assez délicat de trouver un hébergeur. Tous les pays n'ont pas les mêmes infrastructures. Il faut dire qu'on est assez chanceux en France avec un des plus gros hébergeurs mondiaux. Mais il y a certains pays sur lesquels les performances et la connexion à Internet ne sont pas du tout les mêmes. De manière générale, un hébergement de qualité se traduit par 1 ou 2 solutions. La première restant celle à privilégier, c'est-à-dire un hébergement sur un serveur dédié, donc votre propre serveur. Et la deuxième solution qui pourra être, on va dire, considérée en solution annexe, c'est un hébergement sur un VPS, c'est-à-dire un serveur haute performance sur lequel il y a une mutualisation des ressources. On évite au maximum, et ça ne marche pas qu'à l'international, ça marche aussi en France, d'héberger ces sites sur des hébergements mutualisés. Pour une raison très simple, c'est que la ressource machine est divisée entre tous les sites hébergés sur le même serveur. Ça veut dire que si vous vous retrouvez sur un mutualisé, où vous pouvez par exemple être parfois 2, 3, 4, 10 000, 100 000 sites, s'il y a un site qui fait beaucoup de trafic, la ressource machine consacrée à ce site viendra impacter les performances d'affichage des autres sites. Pour ça, vous avez compris que la délivrabilité de l'information est primordiale côté robot, côté utilisateur. Je répète, mais c'est super important. Il existe
deux méthodes couramment utilisées, qu'on utilise régulièrement. La première, c'est si on a des difficultés à avoir un serveur près de la zone que l'on souhaite délivrer, on peut opter pour l'utilisation de CDN, Content Delivery Networks. Ça, c'est ce qu'on privilégiera quand il y a des zones qu'on n'arrive pas à servir. Je prends l'exemple, par exemple, de la Chine. La Chine, aujourd'hui, l'un des plus gros hébergeurs de sites chinois a fermé son offre en France, par exemple. Pourquoi ? Parce que les contraintes réglementaires et gouvernementales pour héberger un site en Chine dépassent et viennent atteindre la rentabilité des projets. Et on peut mettre 3, 4, 6 mois à réussir à avoir les autorisations. C'est très compliqué, c'est des grosses formalités administratives. Donc, les gens se sont rapatriés généralement sur Hong Kong, qui permettait d'avoir un peu plus de tolérance sur l'hébergement. Le souci, c'est qu'à Hong Kong, vous voyez l'étendue du territoire chinois, on est encore très très loin de délivrer l'information à l'utilisateur qui est par exemple dans le nord de la Chine. Pareil pour les États-Unis, pareil pour la Russie, pareil pour tous les pays du monde. Donc ce qu'on peut faire avec un CDN, c'est qu'on préserve en fait son serveur à un seul endroit et on déploie en fait avec le CDN, on déploie des clones du site sur des zones qui sont plus près de l'utilisateur. Ça permet en fait de lui délivrer l'information plus rapidement. Pour ça, on utilise ce qu'on appelle des IP Anycast. C'est des IP, en fait, des adresses IP qui ne sont pas géolocalisées, qui sont neutres, et qui permettent, en fonction de la provenance de l'utilisateur, de lui délivrer la partie du site Internet, l'information au plus près de la zone géographique de l'utilisateur. Ça, c'est très utilisé aujourd'hui actuellement. C'est une très bonne solution de repli. Parlons maintenant des noms de domaine. En fait, je vous parlais des contraintes, par exemple, gouvernementales pour être hébergé en Chine. Il en va de même, et pas que pour la Chine, j'ai rien contre la Chine, il en va de même pour la stratégie de nom de domaine. Donc Thomas vous a abordé avec vous la partie nom de domaine et l'importance des noms de domaine. Donc en fait, il faut savoir que certains noms de domaine sont seulement ouverts aux personnes morales enregistrées sur le territoire. Pas toujours évident, notamment quand vous voulez tester une activité à l'étranger, d'aller directement ouvrir des locaux, avoir une adresse physique, ouvrir une entreprise là-bas. C'est même souvent assez délicat. Donc en fait, dans ces cas-là, en fait, on utilise, on va dire, un prête-nom local. Ça s'appelle un shareholder. En fait, c'est pas tout à fait la même traduction. C'est pas le nom en anglais. En fait, on dit shareholder et on le traduit en France par prête-nom. Et en fait, là, vous passez par des services en fait, sur lesquels en fait, c'est un peu comme des boîtes postales pour un nom de domaine, qui vous permettent justement de vous enregistrer moyennant finance. Il faut savoir que pour certains pays, le nom de domaine, quand vous êtes une entreprise domiciliée dans le pays, peut coûter moins d'une vingtaine d'euros ou de dollars. Quand vous passez par un shareholder, vous pouvez par exemple des fois payer 4 à 500 dollars par an pour le même nom de domaine. Mais ça vous évite d'avoir une entreprise locale et d'avoir une domiciliation. Une grosse problématique derrière tout ça, c'est que dans des destinations exotiques, et notamment sur la documentation en ligne, on peut avoir de gros doutes quant à la capacité et à la fiabilité du shareholder. C'est comme pour une société écran. Cette personne a accès au compte. S'il ferme le compte qui part avec, vous n'avez aucun recours. Donc en fait, dans ces cas-là, les sociétés sérieuses, on va pouvoir les identifier avec celles qui vous proposent la rédaction et la signature d'une lettre de nomination. C'est cette lettre de nomination qui fait foi. Tout shareholder qui ne propose pas une lettre de nomination est potentiellement un risque. Ne partez pas toujours sur le moins cher. Des fois, vous pouvez faire votre virement PayPal et ne plus jamais avoir de mail. Ensuite, maintenant qu'on a trouvé nos noms de domaine, maintenant qu'on sait où on va les héberger, maintenant qu'on a commencé à faire toutes nos recherches sémantiques, linguistiques, on va commencer à parler avec les développeurs. Et là, dans la stratégie de développement, on a 3 grandes stratégies pour s'exporter. La première, c'est le domaine propre. Je suis français, je choisis le tld.fr, je fais mon site pour conquérir le marché italien, je prends le .it, et vice-versa pour l'intégralité des autres pays. Stratégie super intéressante parce qu'elle permet de cloisonner l'intégralité des sites internet, mais elle vous oblige aussi à démultiplier l'intégralité des infrastructures de maintenance, technique, sur l'intégralité des noms de domaine. C'est la meilleure stratégie. Pourquoi c'est la meilleure stratégie? Parce qu'elle permet d'ancrer le nom de domaine, l'extension du nom de domaine, avec le territoire que l'on souhaite couvrir. C'est aussi la plus rarement utilisée. C'est bien dommage.
La deuxième, stratégie du sous-domaine. En fait, on crée un sous-domaine sur un site avec une extension, par exemple en .com. On évite de le faire avec une extension en .fr. Pourquoi? Parce que le .fr est normalement le nom de domaine rattaché à la France. Et on décline les sites. C'est le même travail, quasiment, quelque chose près, c'est quasiment le même travail que sur le domaine propre, sauf qu'on n'utilise qu'un seul nom de domaine. C'est la stratégie la moins pire, après le domaine propre. Cette stratégie, elle a un avantage, c'est qu'elle vous permet de vous affranchir de toutes les particularités d'achat de nom de domaine. Par contre, elle a un gros inconvénient, c'est qu'en cas de pénalité Google et autres moteurs de recherche, vous pouvez perdre 100% des sous-domaines et du nom de domaine. Tout le monde peut être impacté en cas de pénalité. Ce n'est pas systématique, mais ce sont des cas à prendre en compte. Troisième stratégie en répertoire, probablement la plus mauvaise, d'ailleurs c'est celle qui est dans le cas d'échec. C'est la stratégie en répertoire. La stratégie en répertoire consiste à rajouter un répertoire. Alors là, on l'a mis EN, FR, mais vous pourriez mettre l'intitulé que vous voulez. De toute manière, Google ne comprend pas ce que veut dire le répertoire, et c'est ce que vous allez mettre dans vos codes sources de page web qui permettront de déterminer la langue. Alors, quelques exemples. TripAdvisor a choisi la stratégie en nom de domaine propre. Donc, on passe rapidement. Ils sont même allés beaucoup plus loin, parce que ce qu'on a oublié de préciser tout à l'heure, ce que j'ai oublié de préciser tout à l'heure, c'est que, par exemple, vous prenez les États-Unis. Les États-Unis, en fait, il y a 2 langues majeures aux États-Unis, voire 3. La première langue, c'est l'anglais. La deuxième, c'est l'espagnol. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui lance un site e-commerce aux États-Unis, ne pas avoir de stratégie multilangue anglais-espagnol ne tient pas la route. Je crois que la troisième, c'est le chinois, le chinois, je crois, aux États-Unis. Je ne veux pas dire de bêtises. Vous prenez l'exemple de la Suisse. La Suisse, vous avez plusieurs langues. Vous avez le français, vous avez l'allemand, vous avez l'italien. L'Autriche, c'est pareil. Je crois que l'Autriche a encore deux langues. Il faudrait confirmer. Je crois qu'il y a encore deux langues qui sont couramment pratiquées. Et ça, il faut faire l'analyse pour l'intégralité des territoires que vous voulez couvrir. Deuxième cas, stratégie en sous-domaine, c'est le choix qu'a choisi Airbnb. Et Airbnb, en fait, a déployé l'intégralité de son SEO international en sous-domaine. Donc, les 2 premiers sites qu'on a énoncés sont des sites où l'activité économique dépend du trafic qui est généré sur ces sites. C'est-à-dire que ces sites sans audience ne valent plus rien et les entreprises coulent. On prend un troisième, comme par hasard, une entreprise qui n'a pas besoin de son site internet pour vivre. Stratégie d'Apple. Apple a choisi la structure en répertoire. Ils ont atteint, je pense, soit un stade d'arrogance ou de notoriété qui leur permet de s'affranchir des règles, on va dire, basiques de SEO international. C'est plus près d'ici. Ça, c'est la plus mauvaise stratégie qui a été mise en place. Je ne l'ai même pas citée dans les 3. C'est Château Mouton Rothschild, qui a choisi la stratégie carrément de régionalisation dans les URL, malgré les préconisations. Eh ben, c'est une catastrophe. Le site ressort sur des expressions chinoises sur le moteur de Google français, vice-versa. On devrait retrouver dans l'analytics, sur un site de ce site, exactement les mêmes problématiques qu'on a vues tout à l'heure sur la carte Google Maps. En plus, là, c'est une capture d'écran, c'est une pop-up. Ça veut dire qu'en fait, pour le moteur de recherche, cette pop-up en JavaScript n'est pas interprétée. Ça veut dire que le moteur n'est même pas capable d'aller voir les répertoires, d'aller cliquer sur les versions des autres langues. À l'époque, le site, au bout d'1 an d'activité, avait toujours que 3 pages dans Google. On a parlé tout à l'heure de la traduction, on a parlé de l'adaptation à la culture du pays, des spécificités linguistiques. Moi, je vais vous parler d'autre chose aujourd'hui, c'est la problématique de la duplication des contenus. Aujourd'hui, un contenu sur Internet, pour avoir les meilleures chances de performer au sein des moteurs de recherche, il doit être unique. Quand on dit un contenu unique, on dit un contenu qui n'est pas présent sur d'autres pages Internet. La grosse problématique aujourd'hui, c'est que votre client
il va monter la version du site aux États-Unis, il va faire la version hispanique pour le territoire américain, et il n'a peut-être pas envie de réécrire l'intégralité de tous ses contenus pour cibler le territoire Espagne. Et donc, en fait, il y a quelque chose qui a été validé au moins par le moteur de recherche Google, Bing aussi. Je ne connaîtrais pas ce qui se passe en Corée du Sud avec Naver, mais je sais que ça s'appelle la balise hreflang. Google ne considère pas les contenus comme dupliqués tant que les contenus s'adressent à des internautes de pays différents. Pas que. Ça veut dire quoi? S'adresse à des internautes de pays différents. Google ne sait pas lire une image, il ne sait pas interpréter le sens des mots, donc en fait, il faut faire comprendre à Google qu'on est sur un autre territoire, que ma langue n'est pas dupliquée avec la version espagnole, que je ne suis pas un vilain spammeur qui a volé les contenus de la version espagnole, que je suis bien la même entité. Et pour cela, on va mettre en place ce qu'on appelle la balise hreflang, qui permet en fait d'utiliser les attributs pour fournir la bonne langue et la bonne adresse, la bonne URL régionale dans les résultats de recherche. Ça se traduit comment? À gauche, c'est l'intégration de la balise hreflang sur le site wordpress.com. En fait, sur la page d'accueil, sur toutes les pages du site, mais là c'est la page d'accueil qu'on a, on donne dans le code source toutes, pas juste quelques-unes, toutes les URL des autres versions internationales du site. Même celles qui ne sont pas des traductions ou celles qui n'ont pas repris les contenus identiques. C'est-à-dire que je déclare pour chaque URL de mon site toutes les versions alternatives des autres langues. Si vous regardez bien, WordPress a déclaré donc hreflang, il donne le territoire, et en premier lieu, en fait, vous avez la langue, et en deuxième lieu, vous avez le pays. C'est-à-dire qu'on prend la hreflang pt-br, ça veut dire portugais sur la zone géographique Brésil. Donc quand vous ne voulez pas spécifier la zone géographique, vous vous contentez juste de mettre la langue. Et quand vous voulez spécifier la zone géographique, vous mettez la langue, tirez la zone géographique. Deuxièmement, c'est toujours pareil, c'est toujours les plus gros sites qui font moins attention. Skype. Mais Skype, ils ont été plus loin. Skype, sur la page d'accueil, ils ont foiré la mise en place de la hreflang. Ça a peut-être été corrigé depuis, mais en fait, si vous regardez sur la partie, la dernière tout en bas, vous voyez qu'ils déclarent finlandais pour la version anglaise. C'est se saborder. Ensuite, Google, dans la Search Console, vous permet de vérifier les erreurs et surtout de vérifier la cohérence du ciblage international. Donc là, quand vous avez correctement paramétré tout ce qu'on a dit auparavant, vous pouvez corriger, adapter et vérifier surtout que Google a bien calibré la zone géographique et la langue que vous visiez. Je vous remercie. Bonsoir à tous, donc, je suis Pierre-Alexandre Stanislas et moi je m'occupe du marketing pour Millésima, du marketing au sens large, sur la zone Asie, l'Angleterre, l'Italie et l'Espagne. Donc je vais vous faire un petit retour d'expérience sur le SEO. Et avant ça, je vais vous présenter, hop là, changer les slides. Tac. Présenter Millésima avec quelques dates. Donc on a été créé en 83 et on est un VPCiste traditionnel. Donc on achète du vin au château et on le revend ensuite aux particuliers. Donc 83, pas d'internet, donc on vendait ça par téléphone, fax, catalogue, et on a même eu un site 3615 Millésima. En 99, on avait déjà commencé le premier site e-commerce. Notre PDG Patrick Bernard était assez novateur déjà à l'époque. 2006, ouverture du marché US. 2011, c'est bon, tu suis. Lancement du site à Hong Kong, donc ouverture pour nous de la zone asiatique. 2015, comme ça marchait bien à Hong Kong, on a lancé Singapour. Et aujourd'hui, en 2016, donc on a 15 sites internet dans 6 langues à travers l'Europe et les US et l'Asie. 2,5 millions de visiteurs uniques par an, 10 millions de pages vues. Et on a également 3 boutiques physiques, une à Bordeaux, une à Saint-Tropez et une à Manhattan. Donc on est tout à fait dans un contexte international et omnicanal. Qu'est-ce que ça donne en chiffres? 30 millions d'euros de chiffre d'affaires sur le dernier exercice, plus de 26 000 livraisons sur l'année, dont la moitié réalisée par la France, et un panier moyen
qui fait rêver de 1 100 €. Voilà. Il faut savoir qu'on est spécialisé quand même dans les grands crus à la caisse, donc ça peut très vite chiffrer. On est quand même assez actif sur tout ce qui est digital. On essaye toujours d'être à fond sur les nouveaux leviers et sur les plus classiques. Donc on est actif, on a 5 blocs WordPress, on fait évidemment de l'emailing en fidélisation. On est présent sur tous les réseaux sociaux. On a plus de 700 vidéos produites en interne sur YouTube. Ça fait 2 millions de vues. On a une communauté Facebook de plus de 115 000 fans. Concernant le paid media, on est présent sur tous les moteurs de recherche. On fait aussi du Google Shopping, du Bing et pas mal d'advertising Facebook. Et dans les leviers encore un peu plus spécifiques, la programmatique, on en parle beaucoup ces dernières années. Donc on fait ça, on fait des pubs native advertising et on est aussi présent sur les comparateurs spécialisés. Et le SEO. Le SEO, en fait, bon, si je suis ici, c'est forcément que j'ai plutôt un bon retour d'expérience à faire. Hein. Je peux dire que c'est pas terrible. Et je choisis de vous montrer 3 erreurs qu'on ne va plus refaire à Millésima. La première, en fait, on a négligé finalement la valeur de ce canal qui est très héroïste. Je vous ai sorti quelques extraits de IBM Digital Analytics. Et ce que vous avez en violet à droite, ça concerne le référencement naturel. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que sur Hong Kong, en termes de visiteurs uniques, c'est notre 2e canal. Sur le taux de conversion, c'est le 2e aussi. Et sur les ventes, c'est aussi en volume le 2e canal qui nous rapporte le plus. Évidemment, il y a l'emailing en fidélisation qui est très fort et le paid media aussi. Et en fait, cette tendance qu'on constate à Hong Kong, eh bien, on voit aussi la même chose en Italie, que ce soit sur les visiteurs uniques, sur le taux de conversion et sur les ventes. Pareil, si on prend un autre marché de sensibilité sur le UK, en termes de visiteurs uniques, de taux de conversion et de vente, on reste sur un canal très fort et qu'on a peut-être un petit peu négligé, puisque en se penchant un peu plus dessus, on s'est quand même rendu compte que c'était notre 2e canal de vente et d'acquisition. Par rapport à nos investissements SEO, on a un ROI de 23. Là-dedans, j'ai pris ce qui concerne évidemment les frais d'agence, mais les traducteurs qu'on a embauchés, justement, natifs du pays. C'est-à-dire que cet été, on a embauché 7 étudiants pour nous faire de la traduction de texte et justement pas faire juste de la traduction mot à mot, mais adapter le vocabulaire et le langage du vin qui est assez spécifique dans la langue pendant 2 mois. Et c'est aussi un très bon canal d'acquisition parce que 23% de nos nouveaux clients arrivent du SEO. Donc maintenant, on a plutôt un œil très attentif sur ce canal. Deuxième erreur qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'était de prendre des audits one-shot. Donc c'est vrai qu'on a eu plusieurs agences, ça fait quand même quelques années qu'on fait du SEO, mais finalement on payait un audit, on le mettait en place, et puis il se passait 1 année, 2 ans, on refaisait un bilan, on regardait ce qui s'était passé, et on repayait de nouveau. Et ça en fait c'est une erreur parce que nous, tout au long de l'année, on a des développements, donc on fait plus de 50 déploiements par année de nouveaux codes sur les sites. Et sur le SEO, les résultats ne sont pas immédiats. Il faut analyser les logs sur le long terme, il faut que Google comprenne ce qui a changé. Et finalement, ce qui paraît peut-être logique avec une agence de SIA, vous n'allez pas leur faire monter le compte, paramétrer toutes les annonces, les enchères, et puis leur dire à l'année prochaine. C'est vrai que nous, ça nous a pas semblé tout de suite évident avec le SEO, pardon. Et ça, c'est quelque chose qu'on fera plus maintenant. On va essayer de se faire accompagner tout au long de l'année. Une des erreurs qu'il y a eu aussi, donc on a fait une migration de site et on avait repris évidemment nos cahiers de recommandation des anciennes agences. Et parmi ces bonnes recommandations, il y avait la mise en place de la balise Canonical. La balise Canonical,
elle indique tout simplement à Google, quand vous êtes au courant, vous, que vous avez 2 fois le même contenu accessible par 2 URL différentes, quelle est la bonne URL à référencer. J'ai un contenu qui est à la fois disponible sur la page A et la page B. Je dis à Google, OK, je suis au courant que ce contenu est dupliqué, mais il faut que tu références la page B. Et nous, on n'a qu'un site à surveiller, et il se trouve que l'intégrateur a fait une boulette monumentale, puisqu'en fait, sur le site allemand, ils avaient fait en sorte que la page A redirige vers la page B, balise canonical, jusque-là ça va, mais le problème, c'est qu'ils avaient fait la même chose sur la page B, qui indiquait à Google, non, c'est pas la page B que tu dois indexer, c'est la page A. Qu'est-ce qu'a fait Google? Et ça a pris 3-4 mois. Il a tout simplement désindexé l'intégralité du site allemand. Et c'est vrai qu'au quotidien, on n'a pas le nez dans les Webmaster Tools, dans les choses comme ça. Et autant vous dire que ça nous a coûté un petit peu cher. Troisième erreur qu'on ne fera plus non plus, c'est de ne pas former les équipes de rédaction. Tout simplement parce que nous, on écrivait du contenu en priorité pour nos visiteurs, avec des fois des figures de style, du vocabulaire pas forcément, très bien pour l'utilisateur, mais absolument pas pensé pour le robot. Et ce qu'on s'est aperçu en étant bien accompagné, c'est qu'il y avait à peu près un quart des textes qu'on avait rédigés depuis longtemps qui étaient entièrement à retravailler parce qu'ils n'apportaient rien au référencement. Donc depuis, on a formé nos collaborateurs et ça va beaucoup mieux. Donc, voilà la troisième erreur. Et c'était à peu près ce que j'avais à vous dire. Voilà. Merci. Alors, je voudrais remercier spécialement quand même Pauline, qui est là, qui s'est occupée de plein de choses. Les messieurs là-bas derrière, dont Frédéric Dio et Enzo, et lui en bleu là-bas, qui prennent toute la captation vidéo et tout ça. Et puis quand même, en définitive aussi, vraiment l'association Akinum qui nous permet tous d'être ici ce soir. Voilà.